Allô tout le monde, ici Oma et bienvenue dans ma TV. Après avoir survécu 1 an de plus au mois de l'amour, j'ai pensé faire une vidéo sur les couples de séries télé. Mais dans les séries que j'écoute, je remarque plus facilement les couples qui font dur que ceux qui semblent faits l'un pour l'autre. C'est peut-être parce que je suis cynique quand je vois du choupinou, mais je comprends pas l'entêtement de ces séries-là à garder les couples ensemble, ni à celui des fans à vouloir les remplacer par d'autres couples encore plus impossibles. Étrangement, on dirait que ça arrive plus souvent aux séries des États-Unis, mais en même temps, la quantité de séries qu'ils produisent, c'est normal qu'il y ait plus de couples bizarres que chez nous. Voici 5 couples de séries et 4 shippings que je comprendrai jamais. Je le sais que c'est pas le nom des personnages, mais la série les a tellement peu développés que je vais m'en tenir au nom des acteurs. Dans la dernière saison de la série, Sydney était enceinte parce que l'actrice Jennifer Garner l'était elle aussi, et sa sœur Nadia était dans le coma. Fallait donc trouver une fille un peu pitoune pour la remplacer. Alors on a appelé Rachel Nichols. Pendant ce temps-là, Vaughn était mort et Vice était muté, donc ça prenait un pro aussi dans la série. Tada! Balthazar Getty. Non seulement les deux acteurs avaient le dur travail de remplacer 4 membres importants de la série, mais quelqu'un a eu la brillante idée de les mettre en couple pour qu'ils remplacent à la fois le couple principal et le couple chouchou en même temps. Bref, ça a été un échec total, et même le talent des acteurs n'a pas suffi à rendre ce couple-là crédible. Puis la série a tué Balthazar Getty et la production a cessé. Un vrai gaspillage. Heureusement, Balthazar s'est trouvé d'autres contrats après ça et Rachel a été remplaçante dans une autre série dans Criminal Minds pour enfin avoir sa propre série Continuum. Les gens aiment fantasmer sur un couple homosexuel dans les séries pour 2 raisons. Il y en a trop peu et les rares qui y figurent sont pas tous bien écrits. Et pour le fantasme de voir 2 beaux acteurs ou 2 belles actrices avoir une scène de sexe. Mais la plupart du temps, les fans choisissent des personnages qui ont aucune raison d'être en couple ensemble. Catherine, c'est une mangeuse d'hommes. Elle avait un nouvel amant presque chaque saison. Les suspects lui faisaient la cour et elle se servait de ses charmes pour les faire avouer. Sarah, elle, a du mal à être dans la même pièce qu'une autre personne sans avoir l'air bête et elle a démontré souvent du manque de respect envers Catherine. Every time we get a case with a hint of domestic violence or abuse, you go off the deep end. What is your problem? Yeah, I probably do. And you let your sexuality cloud your judgment about men, and I'm gonna go over your head. Seidel. Get in my office, now. Si les fans voulaient une relation crédible, Sarah aurait pu avoir une autre partenaire, peut-être une des filles du labo qui n'a pas vraiment été développée. Ou chez les hommes, Greg est celui qui a le plus tendance à être attiré par tout ce qu'il peut trouver dans un magazine, donc plus ouvert d'esprit à être bisexuel ou même pansexuel et à l'accepter. Mais les fans veulent pas de la logique, ils veulent voir Catherine enlever son linge. En fait, leur couple, je m'en sacre. Que la série les fasse coucher ensemble fait bâiller mes cheveux. Mais mon problème principal, c'est la façon dont le personnage de Malia a été écrit. Une coyote garou qui a vécu toute sa vie dans le bois est censée avoir du mal à s'adapter à la civilisation.
Mais elle se retrouve dans une classe d'ados de son âge plutôt que dans une classe spéciale. Elle n'a presque pas de problème à passer inaperçue, et elle a des problèmes que quand ça peut servir à l'histoire principale. Avoir des besoins animaux de se reproduire quand c'est vraiment pas le temps, c'est correct si le reste des scènes lui donne un comportement entre l'humain et l'animal. Mais l'instinct animal de Malia est utilisé que pour pousser une jolie actrice et le chouchou de la série à enlever leurs vêtements. Parce que dans une série où tous les mâles enlèvent leur chandail à la moindre petite excuse, il n'y avait pas besoin d'écrire quelque chose de trop intelligent pour pousser Styles à faire pareil. On peut pas blâmer cette série-là d'avoir des relations malsaines. C'est ce qui contribue à l'effet de malaise. Mais l'Internet déborde de gens, surtout des adolescentes et des préadolescentes, qui considèrent Tate et Violet comme étant la parfaite histoire d'amour et qui espèrent qu'à la fin de l'histoire, elle lui pardonne et qu'ils reviennent ensemble. Les filles, quand un tueur de type Columbine viole votre mère pour lui donner un bébé démon, en plus vous manipule depuis des mois, qu'est-ce qui vous donne le goût de le marier puis de se faire des bébés? Oh! Vous pouvez pas! Vous êtes morts tous les deux et c'est lui qui a contribué à votre mort! En plus de toutes les erreurs qu'il a commises. Les filles, si vous êtes chaudes pour cette merde ambulante, vous avez sérieusement besoin de consulter. Puisqu'on parle d'abus, pourquoi ne pas nommer le couple que les fans de la série considèrent comme parfait? Attends, quoi? Pour commencer, le frère de Daenerys la vend à Khal qui finit par le tuer dans d'atroces souffrances. Bon, ok, leur relation était pas mal incestueuse et il l'a mérité, mais une décapitation rapide aurait suffi. Ensuite, les gens se mettent à l'appeler Khaleesi, ce que je traduirais par « ce qui appartient à Khal ». Et comme plusieurs fans ont soulevé, si la relation avait une certaine base de consentement dans les livres, dans la série, on a droit à un viol par derrière. Les scripteurs de Game of Thrones ont la même définition du consentement que E.L. James. Dans une saison complète, on peut mettre beaucoup de détails du livre, beaucoup plus que dans une adaptation de film. Entre deux scènes de femmes à poil inutiles, une ou deux lignes de dialogue pour expliquer que Daenerys consent à cette relation aurait été une bonne idée, non? Un geste aurait suffi. Même avant que tout le monde ait l'Internet, les gens écrivaient des fanfictions mettant en couple celui qui se tapait une femelle de chaque race qu'il rencontrait et celui qui a une envie de sexe par 7 ans et qui peut se conclure par juste une bonne scène de baston. En réalité, ce couple-là aurait pas duré parce que Spock voudrait rien savoir et Kirk préférerait probablement se taper un treble plutôt que de coucher avec quelqu'un qui est majoritairement asexuel. Puisqu'on parle d'un couple impossible entre un infomane et un nerd, Stargate SG-1 a décidé de garrocher dans les bras de Daniel Jackson une espèce de folle sortie tout droit d'une fanfiction. Et je parle d'une fanfiction écrite par une ado hormonale qui sait pas écrire.
Une ancienne Goa'uld qui connaît tout sur leur monde, pratique, et qui a envie de se taper Daniel aux 5 minutes. Alors que la série insiste pour que l'équipe ait toujours seulement 4 membres, au point de remplacer Daniel à 2 reprises et de se débarrasser des remplaçants dès qu'il revient, soudainement, on a droit à un 5e membre qui apporte absolument rien à l'équipe, qui se met dans le trouble et qui finit par mettre au monde un monstre Ori encore plus ennuyant que le reste de sa race. J'aime bien Claudia Black. Elle était très bien dans Farscape, mais Vala, c'est juste un gaspillage de son talent. Pour les mêmes raisons que pour le ship Catherine et Sarah, les fans de ce couple-là, communément appelés Swan Queen, les veulent ensemble juste parce que les 2 actrices sont sexy, même si les 2 personnages ont aucune chimie. Regina est non seulement aux hommes, mais elle va même jusqu'à s'en taper un, sans son consentement, juste pour assouvir ses désirs. Emma, elle, pourrait être une bisexuelle crédible, mais pas dans une relation avec une femme qu'elle déteste pour la brûler. Et le fait que les auteurs aient décidé de la lancer dans les bras d'un abuseur en série pourrait me convaincre que ça la dérangerait pas de se faire abuser par Regina, si c'était pas en plus de l'inceste. Oui, Regina a été la 2e mère de Snow pendant une 10aine d'années. Ça veut rien dire pour elle, mais c'est la raison principale pour laquelle Snow lui pardonne à peu près 45 fois par série. Et comme la série est familiale, les enfants qui la regardent auraient du mal à comprendre comment Emma peut être en couple avec sa grand-mère. Vous voulez leur expliquer que c'est juste pour faire plaisir à des fans qui réclament des scènes de sexe abusif? Pas moi. Oh oui, pour ceux qui disent que c'est pas de l'inceste parce qu'elles sont pas du même sang, vous êtes les premières à dire que c'est Regina la vraie mère de Henry parce que c'est elle qui l'a adopté. Ces gens-là, qui se contredisent, ont aussi envoyé des menaces de mort aux auteurs de la série quand ils ont dit que cette relation-là n'arriverait jamais. Ils ont insulté les actrices Jennifer Morrison et Jennifer Goodwin en les accusant d'homophobie juste parce qu'elles appuyaient les relations qui étaient déjà écrites. Au point où les 2 Jin refusent d'aller voir les fans maintenant pendant les tournages parce qu'elles en ont plein leur casque. Mais bien sûr, ils n'ont pas fait de menaces de mort à leur reine puisque, comme elles, ils sont pas vraiment crétins. On les a juste mal écrits. I'm not bad. I'm just drawn that way. Céder à des fans aussi dingues, c'est une très mauvaise idée. La preuve. Je l'avoue, j'ai jamais aimé Glee. Mais comme j'adore les comédies musicales, ben, je leur ai laissé une chance. Puis une 2e, puis une 3e. Kurt, la grande diva égocentrique au cœur d'or caché sous une overdose de paillettes, assez gay pour faire une parade à lui tout seul, se retrouve à subir le désir de ses fans de le voir en couple avec Blaine, un gars un peu chiant qui le voit juste comme un ami. Les auteurs résistaient, mais les fans en démordaient pas, et comme on le sait avec Once Upon a Time, les fans peuvent être débiles et violents, donc les auteurs ont cédé et ont donné à Klaine une relation abusive et malsaine. Vous ne croyez pas? Ben, dans un épisode cucu comme celui de la Saint-Valentin, qu'est-ce que fait Blaine pour Kurt? Rien. Bon, il fait une chanson à la fin qui l'inclut vaguement, mais toute la journée, Kurt se fait dire « je t'aime » par Dave, le gros bourru, et non par celui qui est censé être son petit copain. Et puis aussi, il y a le moment où Kurt dit non, et Blaine manque de le violer. Mais c'est pas grave, les fans les trouvent tellement mignons quand même.
Ça semble être le thème de beaucoup des couples mal faits. Il y en a souvent un qui traite l'autre comme son jouet. Et plus ça avance, plus Blaine traite Kurt comme sa chose. Il va flirter avec tout ce qui bouge, mais devenir jaloux et possessif si Kurt a le malheur d'envoyer un texto à un autre être humain. Ces relations-là sont la preuve que les auteurs d'une série peuvent manquer d'imagination. Mais ça veut pas dire qu'il faut laisser les fans écrire la série à leur place. Et vous? Quelle relation vous a semblé louche dans les séries que vous avez regardées? Quel ship vous lève le plus le cœur? Laissez-les nous en commentaire. Ici Oma, et merci d'être passé dans ma TV. Da-ba-da-ba-da-da-da-da.